Et j'ai commencé à avoir une double vie. Une double vie étant, je travaillais le jour comme fonctionnaire dans l'administration américaine universitaire, dans l'événementiel et tout ça. Et le soir, j'étais chef cuisine, je faisais traiteur, j'ai développé ma structure. Donc j'avais un peu cette double vie. Je vais vite, hein. Oui, vas-y, vas-y. En fait, dans mon esprit, c'est-à-dire que, en fait, comment tu fais? C'est-à-dire que la journée, tu travailles. Le soir, tu fais ton business, tu vends. Mais comment est-ce que tu as le temps de faire une formation et pourquoi est-ce que tu fais cette formation alors que tu travailles? Je dis ça avec beaucoup d'humilité, hein. Je me bats pour apporter quelque chose de beau pour le pays, mais souvent, on te le rend pas. Donc, on est allé en Thaïlande et on voit, en vacances, et on voit justement les night markets, les marchés de nuit. On dit, mais voilà! Bienvenue dans votre podcast Histoire d'audace. Merci à nos sponsors ETC Minex, Business France et RICE, le réseau international des Sénégalais cadres et entrepreneurs de l'extérieur. Aujourd'hui, je reçois Aziz Agbo-Ponzo, chef culinaire, entrepreneur et fondateur de COAF. Il nous partage avec inspiration son parcours entrepreneurial, professionnel et purement panafricain. Bonjour, chef Aziz. Bonjour Mathie. Comment tu vas? Très bien, merci. Et toi? Très, très bien. C'est un plaisir de te recevoir ici, dans Histoire d'audace. Plaisir partagé. Super. Aziz, ma question signature avant de rentrer dans le vif du sujet. Qui est chef Aziz, ou plutôt qui est Aziz, en dehors de tous ces titres? Le chef, l'éducateur, enfin tout ça. Qui es-tu, toi? Comment tu te décrirais? Je me décris tout d'abord comme un enfant métis. Qui vient de parents qui ont différentes nationalités. Donc, quand on voit mon nom, Aziz Agbo-Ponzo, tout de suite, on dit « Ah, ça, c'est pas sénégalais ». Donc, j'ai un père béninois qui a grandi en Guinée. J'ai une mère sénégalaise qui a grandi en Côte d'Ivoire. Donc, il y a ce mélange-là qui est en moi. C'est ce métissage. Tout d'abord, donc, je suis un enfant qui est né en France et après qui a évolué dans le monde. Je suis aussi aujourd'hui père de famille. Je suis marié. Je suis dans une famille recomposée, j'ai 3 enfants. On parlera bien sûr de toutes les activités que je fais, mais à la base, c'est ça d'abord. C'est l'identité, la personne que je suis, ce mélange de cultures qui s'est façonné à travers les années, à travers les voyages. Donc, tu es un enfant, tu es un panafricain, oui, au vrai sens du terme. Absolument. D'accord. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'a défini en tant que personne en grandissant et dans ta vie? Est-ce que c'est quelque chose pour toi qui était important? Très important, parce que j'ai toujours été confronté justement à cette définition où j'ai pas eu de crise d'identité, mais juste le fait de définir qui j'étais. J'ai toujours été à cheval entre les cultures. Donc, étant au Sénégal, par exemple, d'expliquer le côté Agbo-Ponzo, je suis pas Diop ou Ndiaye. Étant à l'étranger ou étant au Bénin, ça va être, mais tu as des origines sénégalaises, tu n'as pas l'accent. Étant en Europe, le côté différent des autres. J'ai fait, par exemple, l'internat en Normandie. J'étais le seul noir. Donc, j'ai joué au basket. Je me suis servi de ma taille. Donc, tous ces épisodes, en fait, de ma vie m'ont toujours mis dans des situations où je devais expliquer ou prouver, ou être un ambassadeur aussi de mes origines. Donc, je devais faire attention aussi à comment je me comporte. Parce qu'on va me juger, on va juger, on va dire toute une nation, on va juger tout un continent, souvent à travers ce que je vais faire ou pas faire. Et c'est intéressant parce que, tu vois, donc tu as tous ces côtés panafricains, donc tes parents, tu es né en France, tu es venu au Sénégal, tu es reparti aux États-Unis. C'est-à-dire que toi, en fait, dans ton identité, tu es quelqu'un, en fait, qui n'est jamais resté sur place. Tu as toujours un peu bougé. Dis-nous un peu comment ça aussi, ça t'a défini. Parce que tu me dis, effectivement, tu es un ambassadeur pour tes racines africaines. Donc, pour toi, c'est important de ne pas en mettre, d'après ce que je comprends, une identité plus que l'autre. Tu respectes les unes autant que les autres, et en plus de ça, même quand on travaille... Elles me servent, en fait, et ça me sert dans mon travail. Mon travail aussi, on en reparlera, mais ça te sert également. Mais le fait comme ça de bouger, comme ça, de continent,
est-ce que ça a été pour toi quelque chose de difficile de te retrouver aussi? L'avantage, c'est que je suis né dedans. J'ai une mère qui était hôtesse de l'air. D'accord. Donc déjà, ça commence. Ouais. Hôtesse de l'air, ça voyage tout le temps. Elle était à Air Afrique. Ouais. Donc, je suis né dans les avions. Je suis né à voyager chaque 2 mois, aller visiter de la famille un peu partout, aller dans différents pays. Donc ça, déjà, c'était simple. Et je prends plaisir aussi. C'est-à-dire, c'est quelque chose que j'apprécie, que j'aime faire. Donc même aujourd'hui, dans ma vie professionnelle, je cherche des opportunités de voyager, que ce soit en Asie, que ce soit ailleurs. Donc c'est toujours, en fait, ça fait partie de moi. Donc il n'y a pas de challenge, en fait, en tant que tel, parce que c'est quelque chose de naturel. J'ai pas été quelqu'un qui était peut-être sédentaire, qui n'a pas bougé, et tout d'un coup, maintenant, je dois bouger. Donc, en fait, bouger a toujours été dans mon ADN, en fait, on va dire, car j'ai déjà une mère qui voyageait beaucoup, qui voyage toujours beaucoup, d'ailleurs. Donc, c'est plus quelque chose de naturel et que j'apprécie. Hein. Je me plains pas du tout. Moi, si on me dit demain, je dois aller ici ou là, pas de problème. Et aujourd'hui, j'ai des grands enfants, donc j'ai pas le côté pouponné, biberon et autres. Donc, c'est encore mieux. Donc, cher Aziz, enfant du monde, toi, comment ça s'est passé? Donc, tu es né en France? Oui. Tu es revenu au Sénégal? Oui, j'avais un peu ce parcours-là. Alors, à 2 ans, ma mère a déménagé, venue au Sénégal. Comme elle était seule, elle m'avait, mais elle pouvait pas, bien sûr, gérer son planning de voyage et avoir un petit garçon. Donc, je suis venu, j'ai grandi avec mes grands-parents, ici à Dakar, à la Médina. Donc, c'est eux un peu qui m'ont bercé. C'est eux qui sont occupés de moi quand on voyageait. Donc, je voyais ma mère, mais je veux dire, c'était un peu le côté... J'étais chez les grands-parents. Comme on dit en Wolof, c'est les grands-parents qui m'ont élevé. Voilà, qui m'ont élevé, voilà. Donc, il y avait ça. Ensuite, bon, j'ai fait mon petit cursus habituel. J'ai fait les écoles catholiques ici. J'ai fait Franco. J'ai fait tout le cursus. Et à un moment, en 92, c'est quand l'Europe s'est formée. Moi, en fait, j'avais pas mes papiers. J'avais pas ma nationalité française. Je suis né en France, mais je savais pas encore. Donc, on s'est dit, bon, écoute, peut-être qu'il faudrait que je m'occupe de mes papiers. Parce que bon, ça changeait, la France changeait. Donc, je suis allé en France pour m'occuper de mes papiers. Donc, j'ai fait un peu toute mon adolescence, maintenant, jusqu'à 16-17 ans en France. Donc, j'ai été en Île-de-France. Bon, comme j'étais, fils unique là-bas, j'ai fait l'internat. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais à Paris, j'étais à Meudon, dans la région parisienne. J'ai été en Normandie, à Bernay, que j'adore. C'est là où j'ai eu le plaisir des vaches, du fromage, pardon. Donc j'ai découvert la France un peu, l'autre côté un peu rural, terroir. Mais aussi, j'ai beaucoup appris. C'est là où j'étais justement tout de suite exposé au côté où j'étais pas seul. J'ai grandi fils unique, mais après, je me suis un peu, comme j'ai dit, exposé à tout le monde. Avec le sport aussi a commencé pour moi. Je grandissais. J'étais cette tige, je fais 2 mètres aujourd'hui, mais là je suis fort, mais avant j'étais tchikli, j'étais gringalet, donc le sport a commencé un peu pour moi. Ensuite je suis revenu au Sénégal, vers l'âge de 17 ans, j'ai fait ma première terminale ici, et après je joue au basket, donc le basket maintenant m'a amené aux États-Unis. Donc là c'est le tremplin des États-Unis, où je suis resté 24 ans. Ça c'est le plus grand 24 ans. On va dire mon côté adulthood, cette partie, je l'ai vécue aux États-Unis, cette croissance et tout ça. Donc le basket m'a amené. C'était d'ailleurs Monsieur Gallofal, qui est aujourd'hui le patron de la balle, qui m'avait trouvé une bourse à l'époque. Et voilà, mon rêve américain a commencé. Un peu comme tout le monde, difficile. J'ai eu des opportunités, j'ai fait du sport-études, on va dire. Ça s'est bien passé, vraiment. J'ai fini avec des honneurs. J'ai eu des bourses après académiques. Et ensuite, maintenant, la vie, je suis rentré un peu dans le côté éducation supérieure. Donc, je travaille dans les universités. Donc, quand on est étudiant à l'étranger, on n'a pas le droit de travailler hors du campus. Donc, j'ai commencé à bosser dans le campus, dans les résidences universitaires. J'ai fait mon petit cursus et c'est là un peu de fil en aiguille que j'ai développé non seulement bien sûr la passion de cuisiner, parce qu'en fait, ce qui se passait, pour en revenir à la période d'internat, les plats, tchèp, yassa, me manquaient. Donc quand je venais en vacances, ma grand-mère Gnagna me disait viens, je t'apprends à faire les plats, comme ça quand tu es là-bas et tu as faim, tu sauras faire les choses. Donc c'est là que la cuisine a commencé pour moi. C'est vraiment le côté bon, j'ai envie de manger des trucs qui me manquent. Comment les faire. Et après, je me suis rendu compte que c'était pas compliqué, quoi. Quand on mange un tchèp, on pense que c'est pas compliqué. Non, en fait, c'est pas compliqué. Mais il faut connaître les étapes.
Donc, je fast forward. Quand j'étais aux États-Unis, ben, je travaillais. Je suis rentré. J'ai travaillé dans différentes universités. Donc, je suis resté dans le cocon universitaire, honnêtement, et j'ai commencé à avoir une double vie. Une double vie étant, je travaillais le jour comme fonctionnaire dans l'administration américaine universitaire, dans l'événementiel et tout ça. Et le soir, j'étais chef cuisine, je faisais traiteur, j'ai développé ma structure. Donc, j'avais un peu cette double vie pendant un moment. Mais tu étais chef cuisinier traiteur africain? Oui. Pour aux États-Unis? Oui, mais j'étais à mon compte. J'avais juste créé une structure à mon compte où je faisais des livraisons, je faisais des plats à emporter pour des gens. J'avais une niche en fait spécifique. Mais comment tu en es arrivé à là? C'est-à-dire qu'à un moment donné, toi, tu faisais de la cuisine pour toi parce que du coup, ça te manquait. Mais comment est-ce que tu es arrivé à te dire les gens sont intéressés par mes plats, je vais les vendre? Très bonne question. En fait, c'est là où j'ai créé Coaf. En fait, comment j'en suis arrivé, c'est que je partageais. Bon, étant un homme culturellement, en Afrique, au Sénégal surtout, un homme n'est pas dans la cuisine. Oui. Donc, il y a un peu ce stigma, cette étiquette qu'on met sur les hommes de ne pas être dans la cuisine. Alors, moi, déjà, j'étais un homme dans la cuisine et je me suis mis, c'était l'époque Facebook, les débuts de Facebook, les réseaux sociaux. Ben, j'ai créé Coaf, donc qui veut dire Cooking with Aziz and Friends. C'est un groupe sur Facebook qui existe toujours, que j'ai créé. Et en fait, dessus, je partageais mes recettes. Je partageais mes... D'accord. Tout simplement, sans but lucratif, quoi que ce soit. Et les gens me disaient, mais où est-ce qu'on peut acheter ce que tu proposes? J'ai dit, ah, ok, boum, la lumière s'est allumée. Donc, c'est là où j'ai commencé à vendre, à faire des thèmes par semaine, à faire des plats par semaine. Et les gens où j'habitais, moi, à l'époque, j'étais à Phoenix, en Arizona, les gens ont commencé justement à commander mes plats. Donc, j'ai créé maintenant Z-Box, qui est ma marque, justement traiteur, culinaire, et c'est ce que j'ai développé. Donc, en fait, je bossais le jour et je descendais le soir pour faire le contenu, et ensuite, j'avais les livraisons pour le lendemain. Alors, toi, donc tu travaillais dans l'enseignement. Oui. La journée. Oui. Tu touchais à l'événementiel aussi. Oui. Ça faisait partie de ton travail d'enseignant aussi. Oui, en plein temps. Le soir, du coup, tu te dis, bah tiens, je vais partager un peu mes recettes parce que les gens aiment bien sur Facebook. C'était le début un peu. C'est le début. Des réseaux de contenu, en fait, de la création de contenu. Absolument. Tu partages, on te dit, bah tiens, et tout, nous, on aimerait bien en acheter. Donc, tu fais vendre, mais en même temps, tu utilises, toi, ton côté événementiel pour pouvoir en faire un business. C'est ça. Donc, tout de suite, en fait, tu avais cette agilité-là de te dire, je vais tout utiliser. Et mes skills en tant que personne qui sait travailler, et mes skills en tant que cuisinier. Et j'ai fait une formation, justement, et c'est là où ce qui me mène à aujourd'hui, c'est que pendant que j'étais aux États-Unis à ASU, à Arizona State University, j'ai fait une formation justement sur l'écosystème de la restauration. Et c'est là maintenant que j'ai compris, faire la cuisine c'est bien, vendre à manger c'est bien, mais il y a tout un autre monde autour. Il y a toute une chaîne tout un processus, quoi. Le marketing, l'approvisionnement, l'agroalimentaire, l'agriculture, enfin tout l'écosystème, pas juste faire la popote, quoi. Je vais vite, hein. Oui, vas-y. En fait, dans mon esprit, c'est-à-dire que, en fait, comment tu fais? C'est-à-dire que la journée, tu travailles. Le soir, tu fais ton business, tu vends. Mais comment est-ce que tu as le temps de faire une formation et pourquoi est-ce que tu fais cette formation alors que tu travailles? Je le faisais le soir. En fait, j'avais des soirs off. En fait. Voilà. Je veux dire, les cours étaient à 18h, les cours du soir, hein, c'était les cours du soir. Il y en avait 2 par semaine. Donc, je faisais, les jours où je faisais les cours, je vendais pas. Donc, c'était aussi simple. Mais moi, en fait, je faisais la cuisine le soir pour livrer le matin. Donc, souvent, c'est pas moi qui livrais avec tous les systèmes. Oui, bien sûr. Je pouvais préparer les plats où les gens appelaient pour récupérer. Bien, voilà. Moi, c'était que je faisais la cuisine le soir. Je préparais les box des gens. En fait, je suis pas un resto. J'allais pas dans un restaurant. Je cuisinais chez moi et je faisais livrer. Mais la formation, tu l'as faite pourquoi? Pourquoi t'as pas fait une formation sur ton business à toi et sur parce que justement, en fait, parce que je voulais justement m'améliorer. Je voulais savoir, je voulais pas me tromper. Je voulais voir si j'avais des chances, enfin, de faire grandir aussi mon business juste dans la globalité. Mais je voulais pas, donc je voulais apprendre. Je voulais vraiment apprendre, me perfectionner en fait. Mais en faisant ce travail de perfection, j'ai appris justement comment. J'ai découvert. Donc, j'ai tout fait. On m'a appris comment fixer les prix, comment gérer un restaurant, comment faire un food truck. Tout ce qu'on voit aujourd'hui qui existe, j'ai appris chaque élément de ces business. Et c'est là où je me suis dit, qu'est-ce qui m'intéresse moi? Est-ce que je veux continuer à vendre comme ça, on va dire,
à la sauvette. Ouais. Est-ce que je veux un restaurant? Est-ce que quelle partie m'intéresse? Comme je faisais le jour en tant que assistant directeur de tout ce qui était orientation, l'arrivée des étudiants internationaux, je travaillais avec 75 000 étudiants. Quand je faisais des événements, c'est cette magnitude de personnes que je fais. Donc faire grand, c'était simple pour moi. Ouais. C'était pas compliqué. Ouais. Même aujourd'hui, je dis aux gens, c'est simple pour moi, 75 000 personnes. Donc quand j'ai fait cette formation, le déclic est arrivé. J'ai commencé à, par exemple, une autre partie commerciale aussi que j'ai lancée entrepreneur, je vendais les tabliers de mon groupe. Donc j'ai commencé dans la communauté à vendre des tabliers. J'ai créé une marque. Ouais. Donc ça s'appelait Cooking with Aziz and Friends, donc Coaf. Donc je vendais je vendais ça, j'ai vendu des spatules, j'ai vendu des mugs. Donc je suis rentré dans le merchandising. Donc c'est pour ça que je te dis, j'ai vite compris qu'il n'y a pas que faire la cuisine. Il y a une chaîne autour. C'est ça. Et donc je me suis dit, et c'est intéressant. Et on m'a donné l'exemple de Hard Rock Café, qui gagne beaucoup plus d'argent dans le merchandising que dans l'hôtellerie. Ouais. J'ai dit, en fait, c'est un peu ça. Je me suis dit, bon, écoute, peut-être que je vais pas passer ma vie au fourneau, quoi. Bien sûr. Et après, tu te dis aussi, bon, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et aussi, qu'est-ce que je peux ramener en Afrique? Qu'est-ce je peux exporter? Donc, il y a un peu ça aussi qui est venu. Mais juste pour cette partie-là où on en est, enfin, où j'étais, c'était plutôt cette réflexion de comprendre l'écosystème, comprendre comment la cuisine marche. Et c'est là où j'ai commencé. Parce qu'en fait, il y avait plein de restrictions aussi, hein, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que ouvrir un restaurant, c'est super compliqué. Il y a plein de, on va dire, de processus, hygiène, machin à suivre. Etc. Et si tu n'as pas ça, tu peux pas ouvrir. Bien sûr. Il y a plein. Et puis aux États-Unis, c'est encore plus strict. Donc, je savais que bon, là, ça allait être compliqué. Je peux pas laisser mon boulot du jour au lendemain pour me lancer dans ça, parce que ça demande du capital pour démarrer. Ça demande un lieu. Donc, j'essayais de voir aussi comment ajuster les choses. Et quand je prenais des vacances, par exemple, bon, aux États-Unis, on peut prendre que 2 semaines de vacances. J'allais à Paris, par exemple, et j'organisais des ateliers avec soit des amis africains, des meet-up. En fait, c'est là que j'ai commencé les meet-up avec les membres de ma communauté. J'ai 12 000 membres en France, par exemple. Donc pourtant, j'étais aux États-Unis, mais de fil en aiguille, ça s'est développé. Ensuite, on a fait des meet-up au Canada, à Montréal. J'ai organisé ça avec des gens de Montréal, communauté sénégalaise de Montréal. On a organisé des meet-up. On en a fait 2. OK? Donc, en fait, de fil en aiguille aussi, moi, ma communauté sur les réseaux se développait. Je venais à Dakar en vacances, on me reconnaissait. Je dis, cool, je fais partie de votre groupe, machin. Donc, c'est sympa. J'ai organisé des meet-up ici. D'accord. Donc, après, ça a commencé à faire genre, bon, il y a quelque chose, il y a une matière, en fait. Il y a quelque chose à développer. Qui se développe. Voilà, qui se développe. Et de fil en aiguille, maintenant, ça a mené un peu à ce que je fais aujourd'hui. Mais c'était un peu ça, le déclic. Enfin, je jonglais vraiment entre cette double vie. Hein. J'avais une double vie. Et à l'époque, j'avais mon dernier fils qui était là, donc ça faisait un peu pouponner aussi. Et l'ironie est que sa maman est hôtesse de l'air. Ah oui, le destin. Oui, le destin. Donc elle aussi, elle était souvent partie. Donc je me retrouve avec le petit à pouponner, à le mettre au lit avant pour aller faire la cuisine, me lever à 5 heures du matin, le préparer, le déposer à la crèche pour aller travailler. Bon, j'étais un peu comme un single dad, quoi. Pas que elle n'était pas présente, mais je veux dire, comme elle est partie à un certain moment, ben moi aussi je dois gérer un peu cette vie. Donc j'ai eu un peu cette vie où j'ai eu 3 vies, quoi, on va dire à ce moment-là, entre le petit, ma carrière professionnelle à plein temps et ma vie de cuisinier, entrepreneur, voilà. Oui. Le soir. Aux États-Unis. C'est ça. Tu es resté 24 ans aux États-Unis, qui n'est pas petit. Du coup, ça veut dire que tu t'es projeté là-bas. C'est-à-dire que tu as quand même fait tes business. C'était ta plateforme de vie. Tu voyageais, tu revenais. C'est-à-dire que tu te sentais bien. Tes enfants sont nés là-bas, j'imagine. Oui, ils sont tous nés là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le déclic pour te dire qu'à un moment donné, au bout de 24 ans, je rentre? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et comment tu t'es dit, je vais importer mes business, enfin ton business, au Sénégal? Alors là, le déclic maintenant s'est fait avec mon mariage après, avec Amina, mon épouse aujourd'hui, où elle, qui est à fond dans l'entrepreneuriat, elle aussi elle travaillait, elle lançait un peu sa boîte qu'elle développait. Et un peu, elle me disait, mais tu sais que tu peux faire ça, tu sais que tu peux faire ça, ce que tu fais, c'est... Donc, elle était au Sénégal. Elle était déjà au Sénégal. Elle vivait au Canada. Ouais. Elle est rentrée un peu plus tôt que moi. On s'est retrouvés, on a une histoire que certaines personnes connaissent, parce qu'on se connaît depuis le lycée. Bon, chacun a fait son parcours et après on s'est retrouvés. On avait chacun divorcé, voilà. C'est les retrouvailles, on est devenu une famille recomposée, elle a 2 enfants, j'ai 3 enfants, donc on s'est retrouvés. Mais à cette période-là, elle a commencé à me dire, mais tu sais ce que tu fais là, je te vois bien faire ça, je te vois bien faire ça.
dis, ah, ok. Donc, elle avait un peu une vision un peu de ce que je peux faire avec ce que j'ai, qui était intéressant. Je dis, ah, c'est vrai que, mais quand même, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Je pouvais pas à ce moment-là me lancer comme ça. Et j'ai fait, par exemple, une initiative qui s'appelle Restaurant Week, qui est la semaine du restaurant. Je l'ai fait à Phoenix. J'ai participé. C'est fun, c'est cool. On mange, on va au restaurant pas cher, on va au Ritz, on va dans les grands restaurants pas chers. Je dis, ah, ça, c'est cool. Et quand mon groupe maintenant, le groupe dont j'ai parlé tout de suite, Coaf, que j'ai créé, fêtait ses 10 ans. Là, je faisais encore les va-et-vient. Je n'étais pas encore basé vraiment à Dakar. J'ai commencé à dire, mais il faudrait qu'on fasse un truc grand, quoi. Un truc, voilà, balèze. Ouais. Voilà. Et j'ai repensé à la Restaurant Week. J'ai dit, bah, écoute, peut-être le seul moyen de faire ça, c'est de voir avec les restaurants que je connais, parce que bon, les gens commençaient à me connaître aussi au Sénégal, et d'organiser ça avec eux. Et c'est là maintenant le déclic de rentrer, de dire, bon, ça demande du temps. Ça m'a pris 1 an de réflexion. Pour rentrer. Pour réfléchir sur comment l'organiser. Maintenant, rentrer, c'est fait. Mes enfants étaient encore là. Mes enfants étaient là. Ils sont nés là-bas, mais après, ils sont venus. C'est pas du mariage avec Amina, donc ils étaient là avec leur mère. C'est pour ça que je dis qu'on fait chasser croiser. Ouais. Maintenant, ils sont grands, ils sont partis. Donc, je suis rentré pour aussi passer du temps avec eux. Parce que bien sûr, les va-et-vient, c'est bien, mais si papa n'est pas là. Ouais. Okay. Donc, je suis rentré. Je dis, bon, je vais rentrer pour ça. Il y a eu un peu aussi Covid qui s'est passé. Donc, aux États-Unis, tout s'était arrêté. Toi, tu es rentré en quelle année? Moi, je suis rentré en 21. 2021. Oui. D'accord. Donc, il y a Covid qui est passé par là. Je disais, bon, écoute, peut-être que c'est le moment aussi de... Pourtant, je pouvais rester, hein. J'avais un boulot et tout. J'ai dit, non, mais peut-être que c'est le moment de lancer certaines choses. C'est le pays... Enfin, l'Afrique bougeait encore. Les États-Unis, c'était un peu tout gelé. Donc, il y avait ça. Il y avait faire quelque chose de grand. Il y avait Amina qui me disait, écoute, on est là. Donc, je faisais les va-et-vient. Je dis, bon, peut-être que ça me permettrait de rentrer. Ma mère aussi qui prend de l'âge. Elle a que moi. Donc, il y avait un peu toute cette combinaison de choses qui faisait que, bon, je commençais à réfléchir à l'idée de rentrer. Bon, je savais que, j'ai envie de dire, j'allais rentrer. Mais quand, c'est ça qu'on ne sait pas. En fait. C'est le quand qu'on ne sait pas. Donc là, c'était un peu une combinaison de choses qui m'ont poussé à me dire peut-être que c'est le moment. Donc, dans les préparatifs, dans les voyages que je faisais où je rencontrais des restaurants, je venais pitcher un peu, voir, tâter le terrain, quoi. Et je dirais, pour ceux qui nous regardent, pour moi, je l'ai préparé le retour. Je me suis pas levé et je dis, bon, que je m'en vais. Donc, je commençais à réfléchir. À chaque fois que je venais, je prenais des contacts. Voilà, je m'imprégnais un peu de la culture aussi, parce que avoir grandi ici, c'est pas travailler ici. J'ai jamais travaillé au Sénégal. Donc maintenant, je rentrais en entrepreneur qui va essayer de créer, de développer quelque chose en Afrique. Donc, je me suis préparé. Je ne me suis pas jeté, comme j'ai dit, tête baissée. Donc, c'est un peu ça. Et c'est quand on préparait, comme j'ai dit, ces 10 ans-là, en 2022, c'est là que je me suis dit, ah, il faut vraiment que je prépare ça bien. Et que je me suis dit, bon, allez, maintenant, il faut sauter. Donc, c'est un peu là, maintenant, le déclic du passage. Ça réunit tout, la famille, tout ça. Et c'est audacieux parce que, en fait, tu avais quand même un poste d'enseignant qui était stable. Et en fait, toi, tu penses à rentrer au Sénégal en faisant de l'entrepreneuriat alors que tu ne connais pas le marché du travail. Absolument. Tu vois, normalement, quand tu rentres dans un pays, tu choisis la sécurité. Tu aurais pu te dire... Il n'y a aucune sécurité, là. Je vais choisir un peu ce que je connais, qui est un peu sûr, à savoir l'enseignement. Parce que là, aujourd'hui, revenir avec une idée comme la tienne qui est assez novatrice, qui n'a pas encore été mise en place au Sénégal, il fallait avoir vraiment... Alors, c'est quoi? C'est soit t'es vraiment une tête brûlée. Je suis un fonceur. Soit t'es un fonceur. Je sais qu'il y a ta femme, du coup, ta nouvelle épouse qui a été pour toi aussi un sorte de catalyseur. Oui, absolument. D'accord. Qui t'a dit que tu peux le faire. Support, oui. Et elle qui était aussi entrepreneur. Et moi, en général, ce que je dis, c'est que lorsque vous vous lancez dans l'entrepreneuriat au Sénégal, faites en sorte que l'un de vos conjoints soit salarié. Et là, tu me fais mentir. On est tous les deux. On est tous les deux entrepreneurs. Dis-moi aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais? Parce que comment rentrer entrepreneur tous les deux au pays, quand tu connais pas le marché du travail, ça peut être quelque chose de risqué. Bon, elle avait un peu plus de stabilité que moi parce qu'elle était déjà là. Elle était déjà installée. Elle n'était pas comme moi, j'ai envie de dire, avec tout l'univers qui nous tombait dessus de transition. Elle avait pris de l'avance, on va dire. Donc, elle m'a toujours dit, je suis là pour toi, on est soudés. Donc, s'il y a des problèmes, elle peut m'aider, même surtout financièrement. Donc, en fait, c'est cas par cas. Je ne peux pas dire à quelqu'un fait ou fait pas. Le nerf de la guerre, c'est l'argent.
C'est avoir quelqu'un, avoir du support, avoir quelqu'un avec qui on peut faire justement ou prendre ce genre de risque. Maintenant, il est plus judicieux, oui, d'avoir quand même une personne qui peut tenir la famille si l'autre n'arrivait pas à décoller. Ça, c'est clair. Je pense que, comme j'ai dit, quand moi je suis arrivé avec mes petites économies, je veux dire, elle a pu aussi injecter parce qu'il fallait convaincre les gens, il fallait dépenser avant même de vendre. Parce qu'il fallait que je crée ce que j'ai créé, en fait, dans les concepts et tout ça. Il fallait quand même financer ça. Oui. Il fallait acheter des choses, il fallait investir, quoi, dans le matériel. Donc, comme je dis, pour répondre à ta question, c'est du cas par cas. Mais c'est vrai qu'il faut quand même, pour être plus safe, en fait, pour ne pas se jeter comme ça et que tout tombe pour tous les deux. Mais moi aussi, ce qui m'a motivé, honnêtement, c'est de savoir que je pouvais avoir de l'impact ici. Si je pouvais créer un autre concept comme ce que je fais ou faire rester un peu dans la routine, on va dire, et gagner ma vie. Même mes enfants, ils me disaient « Ah, mais si tu étais, par exemple, resté à l'université, on n'aurait pas à payer nos études. » Parce que c'est ça, en fait, les avantages aussi. Tu aurais pu penser aussi comme ça. Voilà, j'aurais pu dire « Ouais, bon, je vais rester, mes enfants, ça leur permet. » Je dis non, je préfère travailler pour gagner plus, pour que je n'ai pas, en fait, à me dire que c'est à cause du boulot que j'ai gardé, que vous avez ça. Voilà, je me suis enchaîné. Parce qu'après, bon, je peux peut-être travailler et gagner plus, ou ces frais ne m'inquiéteraient pas, on va dire. Ok, donc ça a beaucoup joué. Mais je dirais, encore une fois, comme je dis pour répondre à ta question, je pense que c'est vraiment cas par cas. Il vaut mieux, bien sûr, avoir un salaire et lancer son entreprise. Mais il y a un moment pour tout le monde où il faut faire un choix. Parce que l'entreprise qu'on est en train de lancer a besoin de nous, en termes de temps, énergie, etc. Et si on lui donne pas ce temps-là, elle peut pas grandir. Bien sûr. Donc, on peut jauger à un moment, mais à un moment, il faut sauter. Maintenant, c'est pas pour tout le monde aussi, l'entrepreneuriat. Ça, je le dis souvent aux gens. C'est pas pour tout le monde. Parce que souvent, les gens se disent, ah, j'entends parler, j'ai vu telle personne a gagné tel marché ou a gagné. Non. C'est pas pour tout le monde. Parce que il y a des moments difficiles qu'on voit pas. Il y a des moments de galère qu'on voit pas. Il y a des moments où rien ne vient aussi, pendant des mois. Donc, ça, on le voit pas. Je pense qu'on en parlait un peu en off. Les gens, ils voient que le bon côté des choses. Que la réussite, que les paillettes. Ils voient que la réussite, ils voient que les paillettes. Ils voient pas vraiment ce que... Même nos leaders africains qui sont là, qui ont réussi, mais ils voient pas comment ils sont arrivés à ça. Donc, je pense que chacun son parcours. Oui, je recommande ce que tu recommandes, mais moi, je suis juste quelqu'un qui est un fonceur. Je suis quelqu'un qui est très passionné. Je crois en ce que je fais. Et Dieu merci... je vois que ça apporte ses fruits, mais ça aurait pu bien sûr se passer autrement. Mais il faut bien réfléchir en fait. Si tu réfléchis bien et tu as un support, comme je dis moi, mon épouse, ma mère, des gens vraiment qui t'encadrent aussi, ça aide. Mais quand on est seul, c'est difficile. Je pense que si on ne se fait pas coacher ou on n'a pas un partenaire qui est capable vraiment d'aider, pas d'aider nécessairement financièrement, mais le support émotionnel. Le support émotionnel. Parce que c'est vraiment un roller coaster, quoi. On monte et ça descend. Donc voilà, donc c'est comme ça un peu que je pourrais décrire. Donc ce que j'entends, mon conseil, c'est que le support physique de ta femme, physique, émotionnel, financier, a été quand même un socle qui t'a permis de développer ton business. Absolument. Et en plus de ça, au-delà de ça, tu avais aussi ces indicateurs de vie. Ta maman qui prend de l'âge, tu as besoin de te rapprocher, les enfants qui sont là, tu as besoin de venir. Donc à un moment donné, je pense que tu as tout ça quand tu es à l'étranger, qui te parle en fait pendant un moment et tu as besoin de rentrer pour justement peut-être passer à un autre chapitre de ta vie et dérouler. Absolument. Et ça, c'est super parce qu'aujourd'hui, donc, tu as importé, en fait, ce que tu as fait, c'est-à-dire que c'est vraiment un cheminement. C'est-à-dire que tu as commencé avec COAF, donc Cooking with Aziz and Friends. Tu es resté sur ce concept-là que tu as justement importé aussi au Sénégal. Et ensuite, tu l'as mis en place. Parce qu'aujourd'hui, COAF, il faut que tu nous en parles de manière vraiment très, très spécifique et très claire. On en parle depuis tout à l'heure, mais c'est quand même un phénomène assez important au Sénégal. Tu as été l'un des premiers, justement, à mettre en place l'accessibilité à des restaurants assez high level, à des prix intéressants pendant une semaine, ce qui permet aux personnes de pouvoir goûter. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce concept? Et du coup, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et tous les dérivés? Bien sûr, il y a plein de dérivés aujourd'hui. Donc, à la base, comme on a dit, au début, c'était un groupe de cuisine. Facebook. Qui existe toujours. Simple. Où les gens partageaient des recettes, des plats, voilà. C'est devenu une plateforme de meet-up,
de rencontres, d'ateliers internationaux, Paris, France, Montréal. On a vraiment tourné. Ensuite, quand je suis arrivé, maintenant le Dakar Restaurant Week, donc ça c'est la première facette qui a fait découvrir les gens Coaf. Enfin, le public sénégalais a découvert Coaf. Donc, Dakar Restaurant Week, c'est rendre ces restaurants justement accessibles pendant 10 jours à un tarif unique. D'accord. Donc, les tarifs varient, parce que maintenant on l'a fait dans différentes villes, mais à Dakar, par exemple, c'est 10 000 francs le déjeuner, entrée, plat, dessert, boisson, qui est vraiment imbattable. Magnifique. Et 16 000 ou 25 000 le dîner, avec un menu enfant à 7 000. Ouais. Donc, c'est vraiment, souvent c'est des buffets, souvent. Mais vraiment rentrer dans les grands hôtels de Dakar ou certains établissements nouveaux ou anciens à ce tarif-là et en faire un jeu. En fait, c'est pour ça qu'on a appelé ça aussi la promenade culinaire. Donc, l'idée, c'est de tourner pendant ces 10 jours, de découvrir. Et moi, maintenant, en tant que cuisinier, je travaille avec les chefs sur une carte spéciale qui, justement, est créée juste pour l'occasion. D'accord. Elle disparaît après. Ouais. On a des jeux, maintenant on a des partenaires, parce que ça c'est l'autre partie aussi, il faut aller chercher des sponsors pour créer des cadeaux comme des billets d'avion, des trucs électroménagers, pour que vraiment ce soit pas juste une histoire d'aller manger. Et c'est là où je disais tout à l'heure, j'ai pris un an de réflexion pour voir comment le dérouler, parce que ce qui marche à l'étranger, je vais le dire aux gens, ne marche pas forcément en Afrique. Bien sûr, on a d'autres. Et j'ai dû adapter, parce que là-bas par exemple, chaque restaurant a son tarif. C'est juste qu'ils réduisent. Ils font juste 15%, 20% de moins cher. Moi, j'ai pas voulu rentrer dans ça. Je me dis, si je fais ça ici, les gens diront où c'est moins cher. Donc, j'ai dit non. Je vais le présenter comme le tarif est le même. Et aussi, le côté américain, c'est simple. Il n'y a pas de ticket à acheter. Il n'y a pas de réservation à faire. Parce qu'en général, quand on rentre dans ça, oui, où est-ce que je vais chercher mon ticket? Où est-ce que je réserve? Là, il n'y a pas. Je te donne la liste des restaurants. Il y a une vingtaine de restaurants. Ils sont dans Dakar. Tu choisis où tu veux y aller pendant ces 10 jours. Donc, c'est un peu ce travail. Donc, ça, c'est une facette de Coaf. C'est la première, en fait, qu'on a connue, en fait, je veux dire, d'une manière internationale et nationale. J'ai eu l'opportunité de passer sur des chaînes internationaux. J'ai eu des chances de passer à la radio, RFI et autres. Donc, ça, maintenant, c'était tout de suite, il y a un truc nouveau. Ça, t'as mis combien de temps de le mettre en place quand t'es revenu? Une année, hein, 2 ans. 2 ans quand même. D'accord, donc c'est quand même un travail. Oui, ça s'est pas fait comme ça. Ça s'est pas fait comme ça. Ouais. Mais l'avantage que j'ai eu, c'est que les gens me suivaient. Donc, Coaf, dans le groupe Facebook, beaucoup de gens étaient déjà dedans. Donc, les gens qui me suivaient, beaucoup de gens qui me suivaient étaient déjà dedans. Donc, quand je venais en parler, c'était pas « mais c'est quoi ce truc ?» Il y avait quand même des gens qui étaient passionnés de cuisine. Communauté. Voilà, toute une communauté. Et puis toi, quand tu reviens, il faut que tu ailles convaincre des restaurants de te suivre. De me suivre, c'est ça. C'est quelque chose. C'est ça. Et ils ont vu, en fait, ils m'ont vu, et ils me suivaient un peu. Je vais commencer à se rendre compte que j'avais déjà ma communauté qui aidait. Donc, on vous suit sur les réseaux. J'entends beaucoup ça. On vous suit sur les réseaux, on vous suit sur les réseaux. Donc, on a développé ça 2022. Le succès de Dakar, j'ai travaillé avec le groupe Accor, qu'on connaît bien, le groupe français, m'a amené à Abidjan. En 2023. C'est eux qui t'ont amené. C'est eux qui m'ont dit, enfin, en fait, je suis allé, j'ai dit, bon, ça a bien marché à Dakar. Ils ont vu les Pullman, tous les hôtels. Ils m'ont dit, ça serait bien qu'on fasse ça à Abidjan. Donc, là-bas, il y a 5 hôtels. Donc, j'ai pitché, bien sûr. Ils m'ont dit, bien sûr, viens, on le fait. Donc, maintenant, il faut faire le même travail. Mais Abidjan, c'est pas Dakar. Oui. Donc, les tarifs ne sont pas les mêmes. Donc, là-bas, c'était un peu plus haut. La cible n'est pas la même. La population n'est pas la même. Les techniques aussi de marketing ne sont pas les mêmes. Certains sont les mêmes, mais certains ne sont pas les mêmes. Culturellement, les Ivoiriens sortent plus. Le Sénégalais n'est pas aussi friand de sortir. L'Ivoirien, il aime sortir. Il y a la culture du maquis et tout ça. Voilà. Il y a un peu Et il y a aussi toutes les gammes, toutes les couches sociales existent. Donc, Abidjan, c'est fait en 2023. On a lancé à Abidjan. Ça s'est très bien passé également, avec une dizaine. Bon, c'était nouveau. Pour moi aussi, je suis pas à Abidjan, donc il fallait faire beaucoup de va-et-vient. Encore les voyages. Donc, on a fait 23. Ensuite, on a refait bien sûr Dakar et tout ça. Et en 2020, ensuite, mon père est décédé il y a 3 ans. Donc là, c'est le côté Bénin. J'ai dit, bon, aux obsèques, je vais faire je vais dévoiler quelque chose. Le président Talon, je disais, je vais faire Lomé. Je rencontre le président Talon, il me dit, mais toi, je suis béninois. Je dis, oui, tu vas aller faire ça au Togo? Je dis, bon, ok, je vais faire ça. Donc, je dis, bon, c'est vrai que... Bon, en fait, c'était l'idée. C'était pas que... Parce qu'on me disait que Lomé, ça bouge. C'est un truc qui marcherait très bien là-bas. Donc, je dis, bon, mais je dis non, mais là, quand même, étant donné... rendre hommage à mon père, je pense que je vais le faire au Bénin. Donc, bien sûr, j'ai shifté. Je l'ai fait au Bénin. C'était une menace. Je te jure, un peu pincé, là.
Donc j'ai fait 3 ans, on a fait 3 ans au Bénin. Ouais. Donc le concept est aller là-bas. Et surtout qu'au Bénin, je te coupe, Oui, maintenant ça le vend en poupe, oui. mais à l'époque, je pense pas que c'était aussi simple et ça n'avait pas la même résonance que ça peut C'est ça, maintenant oui, voilà. Et je suis ravi, en fait, je Oui. vois aussi le pays qui Voilà. s'est développé vraiment, et je le dis souvent, hein, Cotonou ou le Bénin, c'est le prochain Monaco. Ouais. Je veux dire, l'accélération en termes de construction, d'infrastructure, on a envie d'y aller, quoi. Oui. Les gens avaient toujours une perception très Effectivement. négative. Ouais. On disait côte aux trous parce qu'il y avait plein de trous partout. Maintenant, les routes, elles sont belles, Ouais. les plages sont belles. Donc, en fait, tout ça, ça jouait aussi sûr. c'est dans l'élan qui m'a motivé, moi aussi, parce que je connaissais pas aussi trop Ouais. mes racines béninoises. Ça m'a permis aussi de m'imprégner, d'apprendre, Bien sûr. de faire aussi ces voyages. Rapprocher un peu. Voilà, de me rapprocher aussi de ce côté de mes racines. Mhm. Donc, alors, on a ces 3 événements qui sont les mêmes, hein, qui sont maintenant dupliqués dans 3 villes. Alors, ensuite, pour parler de Coaf encore, parce que ça a plusieurs, comme tu dis, Ouais. branches. Alors, les traiteurs, les gens qui sont traiteurs me disent, mais Aziz, toi, tu fais des trucs avec des restaurants, eux, ils sont déjà grands, mais nous, on est là, on n'a pas d'événement. Alors, ma femme et moi, on est partis en Thaïlande, on adore la Thaïlande. En fait, c'est aussi une spécialité dans ma cuisine, j'aime beaucoup la cuisine thaïlandaise. Un peu asiatique. Oui, asiatique. Donc, on est allé en Thaïlande et on voit, en vacances, et on voit justement les night markets, les marchés de nuit. Mhm. On dit, mais voilà, c'est ça qu'il faut qu'on ramène, en fait, pour les traiteurs. Et voilà. Donc là, maintenant, en 2024, on a créé le Dakar Night Market. Et le premier a été fait à l'hôtel de ville de Dakar, dans le parking, voilà. On a fait 2 éditions là-bas. Et on a fait 6 éditions depuis. Donc, c'est devenu un truc qui se fait tous les 2 mois. Donc, le Night Market, maintenant, c'est un marché nocturne. Mhm. De 18h à minuit. Bon, en Asie, ça va jusqu'au matin. Oui. Bon, on n'est pas encore à ça. Encore à là. On fait vendredi soir, samedi soir. Donc, on s'est limité à ça. Mais nous, on a voulu un peu mixer. Parce que là-bas, c'est juste, bon, on vient vendre des habits, des choses. Nous, on a rajouté le côté culturel. On a fait des marchés à thème. Les bouts, Serer, Diola. On a fait des parades culturelles. On a mis de l'animation avec des frères Guissé et d'autres chanteurs qui sont venus. En fait, on a rendu ça fun. Et un événement familial. Donc, l'idée, c'est de venir avec ses enfants. Ouais. On a créé un espace enfant avec des toboggans, des choses comme ça. Donc, en fait, même nous, on avait envie. Même nous, on se disait, mais Dakar, il n'y a rien à faire, souvent. Et là, ça devient un événement que les familles attendent avec impatience. Ouais. On a eu la chance de le faire à l'aéroport Yoff, l'ancien aéroport de Dakar. On l'a fait sur la Corniche. Donc, on a tourné. Ouais. On a été un peu nomade. Donc, le challenge qu'on a eu aussi avec cet événement, c'est trouver un lieu assez grand. Ouais. Parce que ça demande, on a 70 exposants, c'est immense. On a autofinancé aussi l'achat, toute cette partie-là, avec bien sûr l'aide de nos partenaires, mais nous-mêmes aussi, pour démarrer. Et il fallait me voir aussi expliquer ça aux gens, t'imagines, tu viens leur expliquer un truc, ils disent « Ah, c'est quoi ça ?» Et tout ce que je dis là, c'est nouveau. Je peux le dire, personne ne fait ça. Ouais. Donc, il y a des marchés, oui, mais pas comme on l'a fait. Donc, Coaf, c'est aussi ça. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur Abidjan, sur l'amener à Abidjan. Donc ça, le Dakar, oui, le Night Market. Oui, voilà, Abidjan Night Market. Ouais. On est en train de travailler sur Abidjan. Et là aussi, on a créé maintenant l'idée, à chaque fois qu'il y a un truc, il y a toujours un truc qui arrive. Donc le bébé qui arrive là, c'est Night Gallery. Donc maintenant ça, c'est une galerie nocturne. D'accord. Donc là, c'est un peu plus select. Qui est encore un dérivé du Dakar Night Market. Ouais. Parce qu'à chaque fois, comme je dis, il y a une demande. Parce qu'il y a une clientèle, l'un un peu plus populaire, et celui-là, c'est un peu plus chic, haut de gamme, avec des marques africaines, mais un peu plus relevées, qui vont venir exposer, vendre, et inviter les chefs, justement, à venir aussi vendre et faire goûter leur savoir-faire, mais à un niveau un peu plus élevé, mais un peu plus restreint. Donc, Coaf, c'est tout ça. Et aussi, bon, je fais du conseil aussi. Donc, j'accompagne des restaurants, j'accompagne des gens qui veulent se lancer dans la restauration, que ce soit en termes d'achat de produits, de matériel, parce que bon, je vais souvent en Chine, je voyage beaucoup. Je connais un peu maintenant, c'est ce que je te disais au début, l'écosystème. Je sais comment ça marche maintenant. Je sais comment aider quelqu'un sur sa carte. L'écosystème sénégalais. L'écosystème africain. Africain. Oh oui, oh là là. Bon. Mais est-ce que l'écosystème africain, est homogène? Est-ce que l'écosystème de chaque pays est il y a des choses qui se ressemblent, il y a des choses qui ne se ressemblent pas. Oui. Ça. Il y a des choses qui se ressemblent, il y a des choses qui ne se ressemblent pas. Ouais. Enfin, on est en Afrique, il y a des trucs, c'est africain, il y a des choses qui sont frustrants, qui sont ceci, qui sont cela, mais après, il y a des choses qui sont différentes. Donc, moi, je dirais, par exemple, juste un exemple patent, Abidjan, c'est plus dynamique. Abidjan, c'est oui ou non. C'est des vrais oui, des vrais non. C'est des vrais oui, c'est des vrais non. Ici, c'est un oui qui peut se transformer en non.
un non. À Dakar. Et c'est frustrant, Ouais. parce qu'il y a un non qui peut switcher. Ou bien, c'est du dernière minute. On t'appelle une semaine avant l'événement. Est-ce que tu peux nous aider à faire ça? Je dis non. Vous savez ce que ça demande? Ce que vous dites que je dois faire, c'est immense. Par exemple, il y a un événement où j'ai contribué, mais là, ça a été préparé en amont, le sommet de l'APIX, sur l'investissement. Donc, j'ai été sollicité pour gérer la restauration. Le FI Sénégal. Le FI Sénégal, voilà. J'ai été sollicité pour ce sommet-là. Et c'était un grand plaisir. On a nourri 13 000 personnes, mais on a bien préparé ça. C'était pas du « Allô, Aziz, on a besoin de toi tout de suite ». Donc ça, au moins, c'est quelque chose qui est gérable. Et que tu peux mettre en place. Que je veux mettre en place. Ouais. Mais les gens qui appellent à la dernière minute pour faire un truc qui est gigantesque, c'est pas possible. J'ai décliné souvent des propositions comme ça, parce que les gens ne se rendent pas compte du travail que ça demande. Et moi aussi, je veux pas produire quelque chose qui est en deçà de mes attentes personnelles, pas vis-à-vis même de la personne qui veut m'embaucher, mais je veux lui apporter le meilleur. Et tu as une image aussi. Absolument. Voilà, je veux pas venir en dire « Ah, c'est Aziz qui a fait ». Non, non, je veux quand même qu'on dise « Ah non, quand c'est Aziz, on sait que c'est bon ». Moi, c'est ça que je veux. Ouais. Et je veux maintenir ça. Donc, quelqu'un qui m'appelle à une semaine d'un gros sommet qui veut que je le fasse, c'est pas possible. Aziz, avec tout ça, oui. Tu t'arrêtes quand? Comment tu t'organises? C'est ce qu'on me demande souvent. En fait, moi, dans tout ce que tu fais là, c'est que tu as enchaîné, tu as fait plusieurs dérivés dans plusieurs pays. Comme tu dis, l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde, mais il faut des soft skills. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu ne peux pas faire tout ça. Bon, je sais qu'il y a ta femme qui est clairement un socle, mais tu ne peux pas faire ça si tu n'es pas organisé. Ah oui. Tu ne peux pas faire tout ça si tu n'as pas froid aux yeux. Tu ne peux pas faire tout ça si tu es quelqu'un qui se décourage vite. Parce que l'écosystème sénégalais, pour l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de difficile. Absolument. Parce que là, quand on en parle, ça a l'air simple. Machallah, ça a l'air simple, c'est magnifique. Mais dis-nous l'envers du décor. Dis-nous les choses, comment ça se passe, comment tu réussis à mettre ça en place. Parce que il faut dire les choses. Je vais les dire et je vais être honnête. Je suis très direct. Ça, les gens le savent de moi. Il y a deux éléments qui sont très importants. Tout d'abord. Un, c'est être discipliné. Moi, je suis très discipliné. Peut-être que c'est l'internat. J'ai pas fait l'armée. Je suis très ponctuel. J'ai une discipline. Je suis très rigoureux avec moi-même. Et savoir anticiper. Non seulement anticiper en général, mais dans le contexte sénégalais ou africain. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui va pas se passer comme il faut. Exactement. Alors, moi, déjà ça, il fallait vraiment que j'ai ça. Donc, tout ce que je fais, quand j'organise un truc, je me dis, bon, j'ai besoin de ça le 1er avril, mais je vais dire non, j'en ai besoin en février, parce que j'anticipe un truc qui se passe pas comme il faut. Voilà. Donc, maintenant, tu t'adaptes aux réalités. Je m'adapte aux réalités du pays. Ça, parce qu'aux États-Unis, je veux un truc le 12, on me le donne le 12. Oui. Ou bien on te dit, on te paye tel jour, on te paye tel jour. Ici, on sait toujours qu'il y aura un truc qu'on va te dire. Aujourd'hui, je sais, je vais le dire, il y a des structures qui me doivent de l'argent depuis des mois, que ce soit institutionnel ou privé. Et tu te dis, mais c'est pas possible. Comment vous voulez que nous, on réussisse si vous ne nous soutenez pas aussi dans ce sens? Donc, pour ne pas se leurrer, pour être honnête avec les gens, il faut vraiment s'armer de patience. Il faut être, comment on dit, persistant, c'est ça? Oui, résilient. Résilient, pardon, parce que les choses vont souvent pas se passer comme il faut. Ça, il faut le savoir. Il faut l'intégrer. Il faut l'intégrer. Il y a pas, faut toujours se dire et si, parce que ça, et aussi avoir un plan A, plan B, plan C. Toujours. Ça, j'ai toujours. Si je cherche un menuisier, j'en veux 3. Ouais. Ok. Parce que si l'un ne peut pas venir, il faut que j'ai le deuxième. Quelqu'un va me dire, sa femme a accouché, X, Y, Z. Il y a toujours des raisons. Oui, il y a un baptême, il y a quelque chose. Voilà. Il y a toujours un truc. Financièrement aussi, parce que, comme je dis, moi, dans ce que je fais, c'est le gros challenge, c'est qu'il faut toujours préfinancer. Donc, ça veut dire que tu as mis des économies de côté? Oui, ou bien c'est compter sur nous-mêmes, sur des amis, sur... j'ai eu à faire ça, parce que j'ai pas le choix d'attendre que le chèque tombe, et tu te dis, mais j'ai pas encore reçu. Pas une trésorerie extensible. Ah oui, extensible, ça c'est clair. Alors là, pas du tout. Et c'est ça le challenge. Et les gens pensent que oui, peut-être que je coule dans une bassine d'argent. Non. Malgré les événements que tu fais. Malgré les événements qu'on fait, on est toujours en train de préfinancer. Donc, on prend quelque chose, on le prend tout de suite pour le prochain. On n'a pas le temps d'aller se faire plaisir, entre guillemets. Tout de suite, on investit dans le prochain. Parce qu'on sait, ici, parce qu'on attend le paiement. Mais le paiement, il vient tard. Et ça, franchement, c'est des choses que les gens sont pas prêts. Parce que surtout quand on est en Europe ou ailleurs, on a l'habitude. Oui, comme j'ai dit, on te paye le 15, on te paye le 15. Le premier, t'as ton chèque. Ici, c'est pas ça. Ici, on te fait courir. Moi, on me fait courir 3 ans. Là, j'avais 3 ans que j'attends
un paiement d'une institution locale. Alors, pour une prestation que tu as faite. Que j'ai faite. Ils ont profité, ils ont été là, on a rigolé, on a bien mangé. Mais j'ai toujours pas été réglé. Donc, je veux dire, des choses comme ça, c'est difficile et c'est frustrant. Donc ça, c'est la partie, le revers, en fait, pour vraiment être honnête, qui est frustrant. Et je vais être honnête avec les gens parce que faut pas faire croire, oui, c'est bien de rentrer. Je dis pas non, je suis là, il y a des choses à faire, il y a du potentiel. Mais tout n'est pas rose. Il faut savoir s'armer de patience quand on rentre, parce que ce sont les réalités auxquelles on se confronte. Surtout quand on a l'habitude. Si maintenant on est habitué à voir les choses qui sont en retard, on a l'habitude. Mais quand on vient d'un système où tout est huilé, c'est choquant. Bien parce sûr. qu'on se dit, mais... Et en plus, qu'est-ce qui se passe? en plus, moi, ce qui me tient le plus à cœur, c'est que ce que je fais, ça a un impact sur des vies, sur des business, sur des familles. Quand un restaurant participe à mon événement, il a des serveurs, il a des cuisiniers, il embauche des gens en plus, il y a du monde, il vend, c'est des pourboires en plus. Donc il y a tout un écosystème aussi qui se nourrit de ce que nous faisons. Bien sûr. Et c'est not let them down, tu vois. Mais moi, je suis pénalisé. Mais c'est moi qui suis en train, je dis pas ça d'une manière, je dis ça avec beaucoup d'humilité, hein. Je me bats pour apporter quelque chose de beau pour le pays, mais souvent on te le rend pas. Et les gens se rendent pas compte de ce que tu es en train de faire. Je vois ce que tu dans d'autres villes, mais ils ont compris. Ils sont en avance à des milliers de lumières. Ça marche. On sent justement quand il y a un truc sportif. On a les JOJ qui arrivent. Il y a les coupes du monde, la CAN. On sait l'impact économique que ça a. Mais ce que je fais a aussi un impact économique. Mais au-delà d'avoir un impact économique, c'est un impact aussi pour la visibilité, la réputation du pays. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi, comme tu disais, tu es l'ambassadeur aujourd'hui de la cuisine et de tous ces événements-là en dehors du Sénégal. Tu vois, parce que quand on dit « Ah, c'est le Sénégal qui fait ça ». Donc ça aussi, la cuisine sénégalaise, le chef, tout ça. Oui, et en plus, l'avantage que j'ai, je travaille avec d'autres chefs. Donc je suis pas, en fait, c'est pas un one-man show. Donc moi, ce que je fais inclut les gens. C'est pas, il faut que ce soit Aziz seulement. Bien sûr. On m'a appelé tout à l'heure pour un projet. Ben, je veux le faire avec d'autres chefs. Aziz with Friends. Oui, voilà, c'est ça. Aziz with Friends, c'est vraiment comme le nom du concept. Donc je peux appeler Pierre Cam qui est à Paris, qui est aux États-Unis, pardon, ou d'autres chefs pour faire des choses. Donc en fait, c'est vraiment être continuellement, comme au début, un ambassadeur. De ma nation, de mon pays, de ma cuisine, à travers le monde. Je suis en train de parler avec quelqu'un sur faire un festival afro en Thaïlande. En Thaïlande, hein? Oui, carrément. Donc tu vois, ça a l'air bizarre comme ça. Mais pourquoi pas, aller en Asie, créer quelque chose qui rappelle les Caraïbes, l'Afrique, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi pas? Mais donc je suis continuellement, un ambassadeur de mon pays, de ma nation, de mon continent. Mais avec tout ça, malgré tout ça, quelle est la satisfaction, toi, que tu as de faire ça? Quelle est ta satisfaction à la fin de la journée? La satisfaction, vraiment, je le vois, comme je dis, dans l'impact que ça, dans la reconnaissance des gens qui apprécient, qui ont eu des opportunités professionnelles grâce à ce que nous faisons. Nous avons travaillé, par exemple, avec des associations ici à Koloban, des jeunes, on a pris une 50aine de jeunes qu'on fait travailler à chaque fois qu'on fait le Night Market. Donc pour moi, la satisfaction, elle est là. Elle est un peu dans le give back, quoi. J'ai rien à prouver. Je cherche pas à avoir une médaille, avoir un prix. Je pense que ce que je suis en train de faire là, il y a aussi une partie spirituelle, de le faire vraiment, de donner. C'est aussi le côté éducateur. Parce que quand on est prof, je dis toujours ça aux gens, un prof, sa satisfaction, c'est de voir ses élèves réussir. Réussir et grandir. Ils ne gagnent pas plus ou moins. Quand il a une classe de 20 gosses, rien ne change. Il y en a qui sont très bons, il y en a qui ne sont pas très bons, il y en a qui ont chacun différents niveaux. Mais la satisfaction, c'est de les voir réussir. On gagne pas plus. C'est vraiment ça que les gens ne comprennent pas. Et c'est pas comme la bourse où ça monte et ça descend. Donc c'est pareil pour moi aujourd'hui. La satisfaction vraiment, c'est d'avoir cet impact pour mon pays, et dans mes différents pays également. Parce qu'à chaque fois, on pose quelque chose qui peut grandir, que même si je ne suis plus là demain, ça peut continuer sans moi, et que des gens, comme j'ai dit, peuvent en bénéficier. J'ai une équipe que je veux étoffer, que je veux agrandir, que je veux placer dans différentes villes, parce que bon, c'est compliqué, comme je dis, les transports, de se retrouver, d'aller à Abidjan, tout ça. Mais un jour, j'aimerais avoir une cellule qui est à Abidjan,
qui travaille, qui est coaf, un bureau là-bas. J'aimerais avoir ce genre de choses, quoi, un peu de... Et aller dans d'autres villes africaines, aller au Maghreb, aller en Afrique du Sud, aller en Afrique de l'Est, et même, je l'ai dit récemment, le faire en France, avec les restaurants africains. Bien sûr. Un restaurant congolais, un restaurant ivoirien, un restaurant éthiopien, réunir, faire une promenade culinaire avec ces gens-là. C'est aussi amener l'Afrique. Bon, on dit souvent ces temps-ci que l'Afrique est à la mode, mais pour moi, c'est pas une question de mode. En dehors de la mode. C'est une question de les gens aussi apprécient notre cuisine. Et la cuisine, et je dis toujours, quand on va quelque part, je sais pas pour toi, mais quand tu arrives dans une ville, la première chose à laquelle tu penses, c'est où manger. Bien sûr. Bon, t'as où habiter, parce que tu seras à l'hôtel ou chez des amis. Mais après, c'est je mange où? Qu'est-ce que je vais manger? Où est-ce que je vais manger? Donc moi, ce réflexe-là, on l'a où qu'on a. Donc la nourriture est toujours indispensable, où qu'on aille. Donc un peu, c'est ce que je peux... C'est comme ça que je peux un peu construire. Ma satisfaction, c'est vraiment, le give back, voir les gens, enfin, ce que ça crée, ce que ça a généré. Hein? Et comme je dis au niveau aussi national et institutionnel, je recherche pas que le président me reçoive ou quoi que ce soit. Je veux juste qu'il se rende compte que nous sommes aussi des acteurs et actrices qui aidons le pays à travers ce que nous faisons. Et est-ce que justement, tu as un accompagnement ou une reconnaissance? Quand je dis reconnaissance, c'est pas une médaille comme tu viens de dire, mais une reconnaissance en tant que chef Aziz, promoteur de la culture sénégalaise en dehors du pays. Honnêtement, non. C'est pas... Et ça, c'est quoi? C'est parce que... ils me connaissent, hein. Oui, mais est-ce que tu as fait là? Non, ils me connaissent. Est-ce que tu as eu des partenariats avec eux? Oui. Est-ce que tu as des partenariats? Est-ce qu'il y a une sorte de cellule qui est créée pour pouvoir justement voir de quelle manière est-ce qu'on peut scaler justement ce que tu mets en place? Moi, honnêtement, ce que je fais est visible. C'est pas comme si je faisais un truc caché, là, non, dans un labo. Ce que je fais est très visible. Ils viennent, ils assistent. Je leur poserai la question à eux, si tu veux. Pourquoi est-ce que vous ne soutenez pas ce que nous faisons? Nous sommes accessibles, on a des partenaires privés, on en a plein, on a des banques, on a des compagnies dans l'agroalimentaire, et pourquoi pas l'État? Je veux dire, pour moi, c'est la base, quoi. En fait, et comme je dis, ce que nous faisons, quand quelqu'un le voit, parce qu'on est sur les réseaux, c'est international, il va dire, ah, j'ai vu grâce à ça. Moi, j'ai des gens qui sont venus de l'étranger pour le Dakar Restaurant Week. J'ai des gens qui ont pris l'avion, ils ont fait exprès d'être là, à cette période. Là, c'est en mai, c'est bientôt. Pareil, j'ai des gens qui me disent, ah, j'ai prévu mes vacances à ce moment-là pour ne pas rater le Dakar Restaurant Week. Donc voilà aussi, comme je dis, nous sommes des acteurs et actrices qui aidons le pays. Maintenant, j'ai envie de leur poser la question, pourquoi vous nous aidez pas? C'est une vraie question. En fait, c'est plus, c'est pas moi, c'est à eux de parce qu'ils voient, ils savent. Je peux appeler, je pense que tous les gens connaissent, me reconnaissent, connaissent et voient ce qu'on fait. Nous, on est open, on est prêt justement à aller même plus haut et faire plus grand et collaborer avec d'autres gens qui sont là. On pourrait juste rendre la fête encore plus belle. Je donne un exemple patent. J'ai parlé du problème de lieu. Trouver un lieu pour faire le Dakar Night Market. C'est compliqué. Je veux dire, tous les sites où on voulait aller, il fallait, la commune, le ceci, le cela. Donc, administrativement, c'est compliqué. C'est compliqué. Je veux dire, vous vous rendez pas compte de ce que je suis en train de faire. C'est les communes, c'est des endroits, les gens qui viennent vendre. C'est les gens de Dakar, c'est les gens de telle commune. Je veux dire, ça aide tout le monde. Ça permet d'avoir un événement beau, sympa. Moi, je suis pas dans le politique. Peut-être que c'est ça. Peut-être que je suis pas collé à une étiquette quelconque. Moi, je suis un bosseur. Je suis connu comme, je suis un bosseur. J'aime ce que je fais. Je suis passionné par ce que je fais. Je veux pas être collé à une étiquette. Mais si des gens voient ce que nous faisons, sont visionnaires, et c'est ce que je dirais aussi, ce que j'ai remarqué moi, au Sénégal, ou en Afrique en général. Il y a deux types de personnes quand on vient pitcher une idée. Il y a ceux qui sont visionnaires, comme vous, qui disent, ah, je vois où ça peut aller, je vois dans 20 ans, 10 ans ce que ça peut devenir, j'adhère. Et ceux qui voient au jour le jour, qui voient que midi, demain, après-demain. Et honnêtement, il n'y a que ceux qui sont visionnaires qui nous accompagnent. Parce qu'eux, ils voient le potentiel. Dans 10 ans, 20 ans. Moi, j'aimerais, mon rêve, c'est que le Dakar Restaurant Week devient comme la Coupe du Monde, comme les Jeux Olympiques. On sait quand c'est, et on le prévoit et on s'éclate. Et j'irai même plus loin. Je veux que le Dakar Restaurant Week, par exemple, devienne comme le Black Friday.
Tu connais Black Friday. Ben oui. Tout le monde connaît Black Friday. Oui, oui. Ben justement, On attend le Black on Friday. attend le Black Friday pour les soldes et tout ça. Oui, oui. Mais moi, je veux que la promenade culinaire devienne une station d'essence. Les centres commerciaux participent aussi, font des tarifs spéciaux à ce moment-là. En fait, tout le monde joue le jeu. Donc, c'est un Black Friday maintenant qui est dans le Dakar Restaurant Week. Mais ça, tout le monde y gagne. Oui. C'est pas du Aziz va gagner ou du Koa va gagner. Tout le monde y gagne, tout le monde participe. C'est ça mon rêve. Honnêtement, c'est ça mon rêve. Et c'est pas impossible. Non, c'est pas impossible. Après, mais il faut être visionnaire pour... il faut être visionnaire. Il faut justement, je pense aussi, faire un appel à l'écosystème, oui. pour mettre plus en avant le côté culturel. Je pense que c'est un côté qu'il ne faut pas négliger et qui reste... c'est comme le football, en fait. C'est un sport, et ça fédère tout un peuple. On voit tout le bruit que ça fait, on voit les émotions que ça génère au niveau des personnes. On connaît le Sénégal par le foot. Tu vas dans un pays, tu vas aller en Thaïlande, on va te dire Sadio Mané, voilà, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Avant, c'était soit les présidents, soit le foot. Voilà. Donc, il y a des choses comme ça. Le riz. Voilà, qui fédèrent. Et ça, c'est important aussi, effectivement, de le mettre en place. Mais toi, aujourd'hui, avec tout ça, c'est que tu fais tout ça et c'est magnifique. Est-ce que tu conseillerais, avec ce que tu vis, avec les défis, avec les réussites, à quelqu'un de la diaspora qui est bien installé en Europe, aux États-Unis, de revenir? Ça dépend de ce qu'il ou elle veut faire. Si elle est prête, par rapport à ce que je raconte, juste moi, ma petite histoire, parce que chacun avec son parcours, si elle est prête aussi à s'armer et à voir loin et à avoir cette vision de ce qu'elle veut faire et croire à ce qu'elle veut faire et qu'elle a, comme j'ai dit, un écosystème, oui. Maintenant, si elle préfère le confort, ou juste, peut-être faire des choses à plus petite échelle, c'est pas encore vaut son mieux moment. ne pas, voilà, c'est pas encore son moment, vaut mieux pas. Mais si elle est courageuse, elle croit en ce qu'elle veut faire, parce que et puis mais il faut aussi amener quelque chose qui n'a pas déjà été fait. Moi, j'ai horreur de copier. Ça, c'est le truc. On copie toujours les gens. C'est comme les tailleurs. Dès qu'un truc sort, tout le monde copie le truc. Non, il faut aussi quand même amener quelque chose qui a été bien réfléchi, qui a été bien étudié. Si on veut vraiment être un entrepreneur, je veux dire ici, mais il faut avoir thick skin. Il faut avoir vraiment cette patience, cette discipline. Si on l'a pas, c'est pas la peine. Mais je dis, parce que les mentalités sont dures à changer. On pourrait changer ça, le fait que pourquoi c'est difficile, pourquoi c'est compliqué. Je veux dire, je dis souvent, poster une lettre, c'est beaucoup plus compliqué que de rencontrer le président. Aujourd'hui, ici, avec des connaissances, on peut vous faire rencontrer le président ou n'importe qui. Mais la procédure administrative pour aller renouveler un passeport, pour aller faire, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est aussi, malheureusement, en fait, c'est ça, on crée en fait des business parallèles. C'est ça. Donc, il faut que tu connaisses quelqu'un pour pouvoir faciliter les choses. Ça ne devrait pas être le cas. Je veux dire, n'importe qui aujourd'hui qui veut ouvrir un business, qui veut faire ceci, ça devrait être simple. Au contraire. Je veux dire, on est chez nous. Ces obstacles, parce que nous, l'obstacle qu'on a en général en étant étranger dans un autre pays, c'est la couleur, c'est le racisme, c'est plein de trucs comme ça. Mais tout ce qui est administratif, c'est simple. Je veux dire, on ne devrait pas vivre ce genre de challenge chez nous. On est en 2026. C'est là où le Bénin aussi est largement en avance. Plein de choses se règlent administrativement en ligne. Ah, le Bénin? Oui, ça y est, plein de choses. Je veux dire, créer une entreprise, régler des papiers, c'est en ligne. Je veux dire, il y a des pays, c'est comme ça que je dis, l'Afrique, il y a des choses qui se ressemblent et des choses qui ne se ressemblent pas. Voilà. Mais c'est une question de mentalité. C'est pas homogène. C'est faisable. C'est pas impossible. On est en 2026 aujourd'hui. On n'est pas en 1980, quoi. Et avec l'intelligence artificielle, il y a plein de choses qu'on peut accélérer. Donc, pour moi, pour répondre à ta question encore une fois, je pense que tout dépend de la personne. Et si elle peut s'armer de patience, si elle peut bien réfléchir à ce qu'elle veut faire, si elle a un support familial ou partenaire autre qui va l'aider, oui. Mais si elle n'a pas vraiment tous les paramètres, je veux dire, vraiment préparés, je déconseille. Il y a aussi, parce que toi, tu as été salarié, tu es revenu dans l'entrepreneuriat, il y a aussi des personnes peut-être qui ne sont pas du tout faites, comme tu le disais tout à l'heure, pour l'entrepreneuriat, et qui vont venir pour le salariat. Et le salariat, il y a ça aussi. Et le salariat aussi, c'est... Tu peux avoir un poste, mais comme je disais avec d'autres invités, il faut peut-être des fois aussi accepter de gagner moins. Beaucoup moins. De gagner moins, beaucoup. Pour pouvoir après évoluer dans l'entreprise et essayer après de rattraper un salaire. Donc, quoi qu'il en soit, revenir aujourd'hui au Sénégal ou dans un pays africain, c'est accepter de faire quelques sacrifices pour après
mieux rebondir. Oui, c'est ça. Ouais. Mais aussi, on a des histoires, j'imagine que tu en as vu aussi, des gens qui sont repartis. Oui, ça, malheureusement, il y en a. Malheureusement, il y en a. Il y en a eu beaucoup. On encourage, bien sûr, les gens à venir. Ouais. Mais moi, je connais des gens, ils se sont rendus compte que c'est pas pour eux. Bien sûr. Que ce soit salariat, que ce soit entrepreneuriat, ils se sont pris que des murs. Ouais. Ils ont eu que des tuiles après tuiles. Il y en a qui rentrent dans l'immobilier, il y en a qui ont construit, il y en a qui ont... moi, je connais des gens, par exemple, qui ont envoyé de l'argent pour construire ils ont le bâtiment... Maison fantôme. Voilà, maison fantôme. Donc, il y a aussi des mésaventures, hein, malheureusement. Ouais. Et c'est dommage, parce que tout cet argent et toute cette énergie qui est dépensée pour, justement, développer le pays... Et impacté. Donc c'est impacté, oui, c'est c'est impacté. Ouais. Bah, tu te dis, bon, écoute, ok, je vais retourner travailler, où au moins les gens seront appréciés, où au moins j'aurai une paix. Ouais, au moins j'aurai la paix. Ouais, au moins j'aurai la paix. Parce qu'il y a le social aussi. Oui, il y a le social qui est assez lourd, surtout quand tu es né ici, que tu as vécu ici, les gens te connaissent, donc ils se disent on va pouvoir... Voilà, on va pouvoir, voilà. Aide-nous. Aide-nous. Oh ça, c'est tous les paramètres qu'il faut vraiment prendre en compte. Après, il y a une qualité de vie, j'imagine quand même, j'imagine qui est quand même meilleure bien sûr. Que celle que tu peux avoir absolument. À l'étranger. Quand tu as des oui, on a de l'aide, on a du nounou. Voilà, tout oui, ça c'est clair. Mais voilà, tous ces défis-là sont là et il ne faut pas les négliger. Il faut tout peser, en fait. Exactement. Moi, je dis, quand je prenais ma décision, il faut tout peser, le pour et le contre, ce que je gagne, ce que je perds, vraiment l'écrire. C'est vraiment ça. On perd ça, mais on gagne ça. Après, c'est long terme, court terme. On peut aussi toujours... L'avantage, je pense, pour nombreux d'entre nous qui sont revenus, c'est qu'on s'est dit aussi, on peut toujours retourner. Je pense qu'il y a toujours quand même... Si tout devait tomber, je me dis, bon, je peux toujours prendre l'avion et partir. Ouais. Éventuellement. Mais c'est pas... Ça, c'est plan Z, quoi. C'est vraiment Z. ZZ. C'est ZZ, quoi. Mais comme je dis, c'est vrai que malheureusement, certains sont... Et aussi, certains sont restés et ça se passe très bien. Ça se passe très bien, bien sûr. Donc, c'est important aussi de souligner ça. Ce dont tu es le plus fier, ce dont tu es le plus fier, toi, en tant que chef Aziz, ce que tu as fait au Sénégal, dans l'Afrique, du coup. Ben moi, ce que je peux dire, ce que je suis le plus fier, c'est en 5 ans, parce que 2021, en 2026, d'avoir fait tout ça en 5 ans. Oui, c'est énorme. Honnêtement, à l'étranger, j'aurais pas fait ça en autant de temps. Ouais. Je pense que, comme j'ai dit, c'est grâce à tout ce que j'ai autour de moi. Mais en 5 ans, même Amina, parfois, elle me dit, franchement, un truc aurait pris 5 ans, quoi. Oui. Est-ce que aussi, parce qu'on est là en train de dire qu'administrativement, c'est compliqué, mais en même temps, paradoxalement, l'écosystème aussi nous permet justement de pouvoir pousser ces opportunités. Oui, c'est que moi, en fait, ce que j'ai compris, c'est que j'ai vite compris le système. Donc, j'ai su comment faire en sorte qu'il aille en ma faveur. Mais le plus important, et je vais le dire, c'est que j'ai compté sur moi-même. C'est pas de compter, comme j'ai dit, sur « Ah, on m'a promis tel, ou telle institution, ou tel partenaire ». C'est de compter sur moi-même. Investir, mettre des fonds en avant alors que tu les as pas forcément. C'est exactement ça. Je sais que beaucoup de gens, quand ils veulent démarrer, ils disent « Bon, j'attends d'avoir tant, j'attends d'avoir ça ». Moi, j'ai commencé avec ce que j'avais. Honnêtement, même quand j'étais aux États-Unis, j'ai commencé avec ce qu'il y avait dans mon frigo. On m'a dit, ah oui, j'aime bien tes lasagnes, là, est-ce que je peux en avoir? J'ai pris les lasagnes que j'avais et je les ai coupées et j'ai vendu. Je suis pas allé acheter. Après, maintenant, le profit que j'ai eu, les bénéfices, c'est là que j'ai réinvesti mes bénéfices. Donc, j'ai gardé un peu cette mentalité. À chaque fois qu'il y a un bénéfice, je le réinvestis. Donc, oui, pour moi, cette fierté, c'est juste en si peu de temps d'avoir fait autant. D'être aujourd'hui dans 3 pays annuellement sur des événements de grande envergure qui drainent beaucoup de monde. En 5 ans, honnêtement, on est fiers de ce qu'on a pu faire. On est fiers de l'écosystème qu'on a créé, des opportunités professionnelles qu'on apporte aux gens, de l'équipe qu'on a créée et aussi de tout ce qui a à venir aussi qu'on pourrait faire. Et on est ouvert, hein, je veux dire, à tout partenaire qui veut nous accompagner. Mais c'est ça les réalités qu'on a vécues. Et honnêtement, on aurait pu aller beaucoup plus loin. Ouais. Avec un peu d'aide. Je veux dire, on me parle souvent, ah mais dans les régions, à Saint-Louis, à Ziguinchor, je dis mais oui, moi je suis pas contre. Je peux me lever et aller n'importe. Mais s'il n'y a pas aussi un soutien derrière, accompagnement derrière, c'est possible. C'est compliqué. Voilà. Donc bref. Donc la fierté, c'est vraiment ça. Et j'espère que bon, ceux qui m'écoutent entendent mon parcours.
qui est atypique, avec non seulement son métissage, mais aussi les différents parcours et tout ça. Mais c'est aussi une question de personne, d'être quelqu'un qui fonce, qui pense en ce qu'il est en train de faire, qui est visionnaire, et qui s'associe et qui s'entoure de gens qui sont comme lui. Ouais. Ça, c'est très, très important. Le choix, en fait, de ton entourage. Le choix de ton Très entourage. important. Très important. Parce que aussi, on a des gens qui sont là pour torpiller, pour copier, pour après essayer de faire la même chose, pensant que « Ah, mais je peux faire ce qu'il a fait ». Après, ils se rendent compte que c'est pas aussi simple. Ouais. Non. Moi, ce que j'entends dans tout ce que tu me dis, là, pour la fin, c'est que moi, je t'appelle enfant du monde, fonceur, on y va, on s'en fout. Et la reconnaissance quand même des personnes qui t'accompagnent. Parce que tu as quand même cité ta femme, tu as cité ta maman, tu as cité des partenaires. Des amis, des cousins, cousines. Des amis, des personnes à qui tu as emprunté, donc qui ont créé aussi à ton histoire. Donc c'est pas une réussite de Aziz ou de Chef Aziz, c'est une réussite vraiment commune. Absolument. Que toi tu as. Et vraiment ton plus profond désir, c'est d'impacter le Sénégal, d'impacter le pays. Et pour ça, il faut aussi qu'on puisse être là, t'accompagner. Ça aussi, c'est très important. J'espère. Quel est ton mot de la fin? Qu'est-ce que tu dirais à nos personnes qui veulent rentrer? Ben moi, je leur disais de bien analyser. Je les encourage, honnêtement. C'est pas pour peindre le tableau tout en noir. Il y a du potentiel, il y a de belles choses qu'on peut faire ici. Il faut juste être organisé, avoir la tête sur les épaules, avoir du soutien. Moi, je dirais de faire un peu ce que j'ai fait tout doucement, de faire les va-et-vient. Faire les allers-retours dans un premier temps. Les allers-retours, s'imprégner du pays, voir comment ça se passe, comprendre les réalités du pays, parce qu'il y a ce qu'on voit sur les réseaux, même du Sénégal. Hein. Moi, je sais que quand je vivais, les gens regardaient tout ce qui se passait ici, politiquement ou autre, sur leur fauteuil à Paris ou n'importe où. Et t'es là à commenter. Et à commenter, mais être là, c'est différent. Pareil, donc vraiment se préparer, ça se prépare, ça se prépare. Certains sont venus pour des raisons familiales, des décès, enfin de parents ou autres. Chacun avec ses raisons, mais ça se prépare. Si vraiment ce que je peux conseiller, c'est que ça se prépare. Ils peuvent me contacter si je peux les aider, avec grand plaisir, parce qu'on est là pour aider, give back. Si mon parcours peut aider quelqu'un, et aussi je pense que peut-être ce sera un autre épisode, le côté mentorat aussi. Si on peut aider d'autres comme à travers ce que tu fais. Je te salue, je te jette des fleurs aussi par rapport à ça, merci. Car c'est important. Ce genre d'émission aide, parce qu'on n'avait pas ça, nous. Quand moi je me suis lancé, il n'y avait rien. J'aurais aimé suivre cette émission, me dire, bon, peut-être que j'aurais fait les choses différemment. Bon, moi, j'aurais pas fait les choses différemment. Mais pour quelqu'un d'autre, ça aurait peut-être une lumière ou un guide de se dire, ah, personne ne m'a dit ça, personne ne m'a un peu donné une idée de ce qui peut se passer. Parce qu'on n'a aucune idée. C'est comme avoir un bébé, il n'y a pas de manuel. C'est comme se marier, il n'y a pas de manuel. Là, au moins, on est en train, à travers ce que tu fais, de donner aux gens une esquisse de ce qui peut se passer. Donc, ça peut très bien se passer, ça peut se passer comme ci, ça peut se passer comme ça, mais au moins, on a entendu quelque chose. On se jette pas tête baissée à l'aventure, quoi. Mais vous pouvez le faire. Ça, franchement, je suis là, je suis la preuve, d'autres personnes aussi comme toi, et d'autres personnes aussi l'ont fait. Et ta valeur première, c'est vraiment le give back. Tu l'as répété. Pour toi, c'est vraiment une valeur importante pour toi de give back, de rendre ce que tu as reçu par un mentor. Et que toi, effectivement, le but, c'est de pouvoir partager pour pouvoir faciliter justement ce chemin-là dans notre pays. Beaucoup de gens, absolument. Merci beaucoup. Merci Aziz, merci pour ce partage. Plein de succès à toutes tes entreprises, merci. Tous les dérivés de Coaf. En tout cas, c'était une belle aventure. Comme quoi, un petit groupe Facebook est devenu aujourd'hui une machine de guerre au Sénégal. Je ne vais pas me dire machine de guerre, mais en tout cas une machine culinaire. Machine internationale. Machine internationale culinaire en Afrique et Afrique francophone. Et je te souhaite beaucoup de succès. Merci. Et ne lâche pas. À toi aussi, ce que tu fais. Merci, ne lâche pas. Et un petit clin d'œil à notre État. On est là pour justement faire briller le Sénégal. Merci beaucoup. À bientôt, Aziz. Merci, à très bientôt. Merci. C'était votre podcast Histoire d'audace avec Chef Aziz qui nous a partagé son parcours riche en expériences et en défis. Un vrai visionnaire panafricain qui n'a pas fini de nous surprendre et de justement apporter des belles choses à l'Afrique. Merci à nos sponsors,
et à très bientôt pour un nouvel épisode d'Histoire d'Audace. Et comme d'habitude, je compte sur vous pour nous soutenir et pour ramener le podcast Histoire d'Audace à un autre niveau. À très bientôt.